Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon festival depuis que vous y êtes arrivés, que vous avez encore un petit peu d'énergie pour l'une de ces dernières conférences de la journée. On se retrouve dans cette salle pour un sujet épineux, qui est celui de l'écologie et de la démocratie, avec cette question qui nous a toutes et tous, à mon avis, déjà traversé l'esprit. L'écologie est-elle compatible avec la démocratie ? Alors pourquoi ? Parce que on voit que les effets de l'urgence climatique et de l'urgence écologique qui s'intensifient, avec des conséquences qui sont de plus en plus visibles, qui sont de plus en plus palpables, un petit peu partout dans le monde. On a des conséquences dont on a été grandement témoin, encore plus cette année en 2022, avec des records de température au-delà des 50 degrés pour certaines villes. On a eu des inondations très violentes, des méga-feux de plus en plus intenses. On a aussi cette année dépassé 2 limites planétaires, celle du cycle de l'eau et de la pollution chimique. Et malgré du coup ces désastres écologiques qui s'intensifient, malgré tout ça, il y a un écart, un décalage toujours plus grand entre la gravité de ces désastres écologiques et le manque d'action politique pour pouvoir y faire face. Et selon certains, justement, ce décalage, aujourd'hui, aurait atteint peut-être même un point de non-retour, au point que le seul moyen d'en sortir, la seule voie de sortie, serait de faire appel à des politiques autoritaires. Alors, d'ailleurs, il me semble, Joël Zask, que vous en citez quelques exemples dans l'un de vos derniers ouvrages. Vous citez par exemple Aurélien Barraud, qui encourage à prendre des mesures impopulaires, autoritaires, ou même Denis Meadows, qui était l'un des auteurs du rapport Meadows, qui, pareil, pense que les politiques autoritaires seront peut-être inévitables. Bref, et il y en a d'autres. Et les militants eux-mêmes, les militants les plus radicaux, sont régulièrement qualifiés de Khmer verts ou de dictateurs verts. Donc voilà, on a cette impression que l'écologie va nécessairement devoir nous mener à un régime de plus en plus autoritaire si on veut mettre en place les mesures nécessaires. Or, lorsqu'on regarde les politiques autoritaires, elles sont complètement contraires complètement contraire à ce que doit être une société écologique. Et tout l'enjeu de cette discussion va être de voir justement avec les deux invités à mes côtés comment, au contraire, l'écologie, elle est source d'un renouvellement démocratique, elle est source d'une nouvelle façon de penser nos organisations démocratiques. Et donc, vaste sujet, et pour en discuter avec moi, j'ai donc à mes côtés Joël Zask, qui est philosophe et maître de conférences en philosophie à l'université Aix-Marseille. Joël, vous êtes une pionnière de la pensée de la démocratie participative, démocratie que vous explorez à travers différents domaines, notamment celui de l'écologie, et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages à ce sujet, notamment l'un des derniers qui s'intitule « Écologie et démocratie », et dont on va discuter un petit peu plus amplement tout à l'heure. Et à côté, j'ai Dominique Bourg, philosophe aussi, professeur honoraire à l'université de Lausanne. Vous êtes aussi le directeur de la publication La pensée écologique. Vous êtes un spécialiste de la pensée écologique justement et de l'écologie politique. Sujet auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages également, et pour en citer quelques-uns, notamment Vers une démocratie écologique, qui est l'un des plus anciens, il y a une dizaine d'années maintenant, Une nouvelle terre, ou encore Écologie intégrale. Et en 2019, vous êtes aussi engagé sur la liste Urgence écologie pour les élections européennes. Voilà pour ces petites présentations. Et je vous propose qu'on commence dès à présent. Pour démarrer ce débat, j'avais un petit peu envie de prendre l'intitulé de la table ronde qui s'intitule « L'écologie est-elle compatible avec la démocratie ?» et j'avais envie de la prendre un petit peu à l'envers et plutôt de vous demander pourquoi une politique autoritaire est incompatible avec une politique écologique ou une société écologique. Bonsoir tout le monde, merci de cette invitation. Alors il y a une incompatibilité à plusieurs niveaux. D'abord, factuellement, historiquement, on n'a jamais constaté qu'un gouvernement autoritaire prenne des décisions qui soient favorables à l'écologisation de nos modes de vie. Au contraire, plus les régimes sont autoritaires et plus ils sont écocidaires. Et là, il y a vraiment un parallélisme qui est factuel. Ensuite, je dirais aussi, il y a une autre raison, c'est que l'autoritarisme suppose un certain monisme, suppose un certain dogmatisme, suppose... disons, une habitude d'avoir raison seul contre tous. Alors je dis seul, ça peut être un collectif, mais ça peut être aussi un individu.
Une image qui me vient, c'est Poutine enfermé dans son bunker depuis 3 ans. Ça, c'est de l'autoritarisme, si vous voulez. Or, quand on est enfermé dans son bunker pendant 3 ans, y a pas de monde extérieur, en fait. Il n'y a pas d'extérieur. Il y a, je veux dire, un monde sous cloche qui est entièrement sous contrôle, dont la marge d'imprévisibilité est chassée au maximum, et une forme de déréalisation quant à la complexité du monde extérieur et quand même à son existence. Donc je crois qu'il y a, par exemple, si on va encore plus loin, je dirais qu'il y a tout simplement une corrélation qui est très forte entre l'enfermement en soi et quelque chose qu'à voir avec le déni ou avec le négationnisme climatique ou écologique. Donc il y a cette capacité à nier le réel, à nier ce que fait le réel aussi à l'expérience humaine, et évidemment tout à fait incompatible avec l'écologie qui consiste justement au souci des environnements dans lesquels vivent où existent des êtres extrêmement différents, multiples, qui coexistent et qui font parfois des choses ensemble, se séparent, etc. Donc la négation de la pluralité par l'autoritarisme ne met pas du tout sur la voie de l'écologie. Et ensuite, je dirais, il y a une troisième raison, mais voilà, que je vais simplement, effleurer ici, c'est que aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, disons, les solutions aux problèmes écologiques ne peuvent venir, à mon avis, que de la coopération entre des gens extrêmement différents, qui sont impactés de manière différente, qui ont des vécus, des expériences, des connaissances, des sciences différentes. C'est ce que j'avais étudié, par exemple, à travers les méga-feux. Et donc, là encore, une solution autoritaire qui, encore une fois, doit puiser dans un sac unique de solutions, ou de dogmes ou de décrets. L'autoritarisme ici ne peut pas être compatible avec la pluralité des voix qu'il est nécessaire de faire entendre et d'écouter pour arriver à sauver le monde. Voilà. Alors Joël a dit déjà beaucoup de choses. Je voudrais revenir effectivement sur la figure du dictateur. Par définition, un dictateur est quelqu'un qui prétend décider seul, qui en général terrorise son entourage. Et donc quand ces décisions débouchent sur un résultat contraire par rapport au résultat souhaité, il ne le sait même pas. Par définition, c'est un incompétent total. Alors il y a beaucoup de gens en France qui adorent les incompétents, puisque manifestement il y a beaucoup de gens qui lorgnent comme ça vers l'extrême droite. Mais alors avec Poutine, on est servi. Voilà quelqu'un dont on nous a dit pendant des décennies, on nous a rebattu les oreilles, c'est un génie, c'est un grand stratège. En fait, c'est un abruti qui décide n'importe quoi et qui mène son pays à la ruine. Donc effectivement, ça va pas marcher avec l'écologie. Vous imaginez bien si effectivement on pense avant tout à soi, parce qu'en général, un dictateur, c'est quelqu'un qui va se garder certaines choses pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ceausescu, lui, ne mangeait que bio. C'est pas tout à fait le cas des Roumains. Donc effectivement, si vous êtes dictateur, vous êtes déjà beaucoup occupé par vous-même, et en général, vous avez une idée extrêmement élevée de vous-même. Donc déjà s'occuper des autres citoyens, c'est assez difficile. Alors on a quand même besoin de quelques oligarques pour quand même asseoir son pouvoir. Mais alors en plus, s'occuper des abeilles, des écosystèmes, des mers, de l'atmosphère, non mais vous rigolez, c'est pas possible. Donc qu'on imagine que une dictature puisse être écologique, c'est quelque chose qui est relativement absurde. Alors pourquoi tient-on à ça ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a deux situations, si vous voulez, qui sont des situations différentes. La première situation, c'est l'écologie telle qu'elle aurait dû exister, c'est-à-dire une écologie d'anticipation. Si vous regardez la littérature écologique depuis 50 ans, vous m'avez bien entendu, depuis 50 ans, elle nous désigne un certain nombre de dangers. Et cette écologie-là, elle voulait anticiper sur ces dangers. Alors ça, c'est encore plus contradictoire avec l'idée même de dictateur. Alors on tend un peu à confondre les deux parce qu'effectivement, on se met dans une situation qui est une situation à la fois d'urgence et de pénurie. Alors effectivement, dans une situation de pénurie, les dictatures, c'est pas mal. Évidemment, pour ceux qui les exercent et ceux qui en bénéficient. Le cinéma avait illustré ça il y a une 50aine d'années avec Soleil Vert.
Il y a une petite élite qui se gardait la nourriture classique et puis les autres se mangeaient entre eux sans même le savoir. Donc je pense que la confusion, elle vient de ça. On se dit que lorsque on est dans une situation de panique, de pénurie, etc., eh bien, il va falloir des mesures autoritaires pour s'en sortir. Maintenant, attention, les amis, ok, mais là, vous voyez bien qu'en ce moment, on rentre dans le mur. Alors, c'est certainement pas un dictateur qui va nous en sortir, parce qu'au contraire, il va simplement se protéger, lui, d'une petite partie du mur, mais il va vous emmener dans le mur. Alors, on voit aujourd'hui que nos démocraties représentatives telles qu'elles existent, et on aura l'occasion d'y revenir, sont vraiment à la peine pour... quand je dis à la peine, ça voudrait dire encore... Je présuppose qu'il y ait une intention de répondre au problème. Je crois qu'elle n'est pas là. Ça a été dit d'ailleurs ce matin par Kémétienne, mais effectivement, les pouvoirs publics aujourd'hui organisent leur impuissance. Et de façon très claire. Alors, pour certaines raisons particulières. Donc, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, dans l'idéal, seule une démocratie nous permettrait de répondre à ces difficultés. Mais la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, sans qu'il y ait d'échappatoire autoritaire, n'exerce pas, pour l'heure, sa fonction de protection. On oppose du coup très souvent démocratie et écologie, mais exactement comme on l'a fait aussi entre eux et comme on le fait encore aussi, écologie et sociale. Or, quand on s'intéresse de près et profondément à ce qu'est l'écologie, la littérature écologique et les modes de vie écologiques, on se rend compte à quel point ce sont des notions démocratie et écologie extrêmement liées et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être un peu plus en détail pourquoi Joël Zask, que vous disiez dans l'un de vos ouvrages que justement écologie et démocratie sont deux notions sœurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les liens profonds entre écologie et démocratie? Alors c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre assez brièvement. Je viens, comme vous l'avez dit, de la philosophie politique, et c'est par l'intermédiaire, disons, d'une réflexion sur la démocratie que je suis arrivée à la question de l'écologie. Or, disons, la démocratie, je l'ai trouvée chez un certain nombre de pères fondateurs, je l'ai trouvée aussi dans les faits, un certain nombre de faits historiques, notamment les formes d'autogouvernement très très anciennes qui existaient dans toutes les communautés rurales du monde entier. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans la démocratie, c'est pas la citoyenneté au sens où on vote une fois de temps en temps, c'est la citoyenneté au sens où on s'autogouverne, au sens où on organise les conditions de sa propre vie avec d'autres, et au sens où on a une influence, une direction sur les conditions de sa propre vie avec d'autres. Et ça me semble être le cœur de la démocratie. Alors quand on dit ça, on est tout de suite dans l'écologie en fait. C'est-à-dire que la démocratie est environnementale ou c'est pas la démocratie. C'est-à-dire que l'autogouvernement suppose de régir, de piloter, peut-être, c'est un terme qui a été utilisé ce matin, de gouverner, ça veut dire tenir le gouvernail, d'une pluralité d'éléments. Alors ça peut être se gouverner soi-même, hein. Et comme vous le savez, on en a tous fait l'expérience, on peut être très tiraillé, on n'est pas fait tout d'une pièce. Il y a en nous des passions, des facultés qui s'affrontent. Et donc se gouverner, c'est un peu comme le mythe de l'attelage ailé chez Platon, dans la République, dans Phèdre, pardon. Se gouverner, il ne s'agit pas de dominer telle ou telle de nos tendances, il ne s'agit pas non plus de l'inhiber complètement, voire de la supprimer ou de l'éradiquer. La psychanalyse est là pour montrer que c'est pas la bonne solution. C'est vraiment de faire converger, de mener les différentes tendances qui nous traversent dans une même direction. Et je dirais qu'il en va de même de n'importe quel gouvernement des choses. C'est-à-dire que gouverner suppose donc de prendre en considération la logique effective de chacun des éléments en présence et de les combiner de telle manière à justement mener l'embarcation dans une direction qui est jugée valable ou bonne. Donc je pense que le fait même d'avoir je reprends cette expression, à sortir hors du bunker, qui est le soi, d'avoir à sortir hors de ses certitudes, d'avoir à se confronter au monde, d'avoir à faire des expériences, ça c'est le mot de John Dewey, qui est aussi un philosophe que j'ai beaucoup étudié, qui je pense très très important pour la théorie de la démocratie.
eh bien, vous inscrit, si vous voulez, dans un monde commun à différents êtres avec lesquels vous devez coopérer, auxquels vous allez devoir vous ajuster, parfois en rabattant de vos prétentions, etc., etc. Et donc, le fait est que partout où il y a eu des sociétés autogouvernées, il y avait un souci de l'environnement qui était très fort. Je ne dis pas un souci de la planète, parce que ça c'est vraiment une abstraction, mais un souci, par exemple, de régénération des terres, un souci de respect des équilibres climatiques, un souci du respect des animaux qui étaient là, etc., etc. Et donc l'autogouvernement fonctionne avec, je pense, le déploiement d'une pensée qu'on appelait pré-démocratique, mais qu'on pourrait aussi appeler pré-écologique, en fait. Donc, on peut penser à des quantités d'exemples, dont, par exemple, la mise en réserve de terre, les jachères, le repos de la terre, et choses de ce genre, qui sont des solutions à la fois démocratiques et écologiques. Pour répondre de deux manières différentes. La première, si vous voulez, c'est que nos démocraties, à compter de la fin du 19e, elles se sont développées autour de deux axes essentiels. Le premier, c'est qu'il fallait produire beaucoup de richesses, de plus en plus de richesses, et ça faisait consensus. Et la deuxième orientation, qui était le deuxième point de consensus, c'est qu'il fallait redistribuer cette richesse. Et c'est une sorte de consensus en creux parce que sur chacun des points, on pouvait le décliner cet objectif, soit de manière gauche, soit de manière droite, si vous voulez, à gauche ou à droite de l'échiquier. Et effectivement, par rapport à ça, les démocraties représentatives, dans ce qu'elles ont de plus simple, c'est-à-dire la garantie d'un certain nombre de droits et puis effectivement des élections, lesquelles élections n'ont de sens que si un certain nombre de conditions sont remplies, la formation des gens, une information correcte, etc. Eh bien, ça se suffisait à soi-même et la vie politique s'organisait autour de ça. Puis petit à petit, après-guerre, sont venues les questions environnementales. Elles ne semblaient pas du tout rentrer là-dedans. D'ailleurs, elles y rentrent toujours pas, ce qui pose aussi un problème. Mais du coup, l'environnement a été vraiment une source de renouvellement de la démocratie. Parce que précisément, ça marchait pas avec cette simple opposition droite-gauche, avec simplement les élections. Alors au Québec, par exemple, au Canada, c'était le BAP, le Bureau des Affaires publiques. Mais en fait, ce qu'on appelle démocratie participative, etc., toutes ces délibératives, toutes ces choses-là, toutes ces formes d'enrichissement de la participation du public à la prise de décision publique, eh bien, se sont enrichies autour de la question de l'écologie. Et donc là, voilà, une manière de bien comprendre que l'écologie, c'est pas simplement quelque chose qui coïnciderait avec, mais c'était vraiment, en fait, la prise en charge des questions écologiques a été ce par quoi les démocraties se sont épaissies, enrichies, diversifiées et ont développé des instruments plus différents, plus précis et pas du tout contradictoires avec les mécanismes électifs classiques. Ça serait la première forme de réponse. Deuxième réponse, on partirait de ce qu'est l'écologie. Si vous voulez, l'écologie, on pourrait la ramener à trois verbes. Le premier verbe, c'est comprendre. Pas d'écologie si on ne comprend pas. Deuxième, c'est contempler. L'attitude de l'écologie, si vous voulez, c'est pas de transformer le monde déjà, c'est de le préserver et de le contempler. Et puis évidemment, quand même, vous allez y participer d'une manière ou d'une autre. Et donc, comprendre, contempler, participer, y prendre sa place, mais rien que sa place. Toute la relation entre les humains et les non-humains, c'est trois attitudes qui présupposent une adhésion foncière à la non-violence. Et effectivement, la démocratie, c'est le moyen de gérer des intérêts contradictoires au sein d'une collectivité de façon non violente. Et donc là, il y a, si vous voulez, une sorte de coïncidence de fond très importante entre l'éthos démocratique, d'une certaine manière, qui est le refus ferme de la violence, et puis, en fait, l'écologie. Ça m'amène, moi, un projet qui me tient vraiment à cœur et dont l'initiateur est pas très loin d'ici. Je pense à l'idée de forêt primaire de Francis Allais. Et moi, je trouverais que ça serait assez extraordinaire si son projet se réalisait, c'est-à-dire de
créer une forêt, alors ça peut paraître un paradoxe, hein, créer une forêt primaire, je vais y revenir, créer une forêt primaire au cœur de l'Europe, à la frontière entre différents États, parce que si vous voulez, la raison pour laquelle nous autres êtres humains aujourd'hui sommes dans une passe très difficile au sein de cette planète, c'est que nous sommes des maniaques de l'action. Et nous sommes des maniaques de l'action sous une forme bien particulière qui est la production. Si vous voulez, nous sommes des activistes économiques. Et ce qu'il faudrait qu'on apprenne, eh bien, il faudrait qu'on réapprenne à contempler. Ce serait le seul moyen qu'on aurait, en quelque sorte, de sauver, en tout cas, pas la nature, mais l'habitabilité de cette planète. Et on n'y parviendra que lorsqu'on produira moins, lorsqu'on transformera moins. Et si vous retournez sur les fondamentaux de notre culture, eh bien, les fondamentaux de notre culture, c'est l'activisme. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, regardez le livre de la Genèse, donc la Bible, Genèse 2,15, chapitre 2, verset 15. Adam est au paradis. Vous savez qu'au paradis, il n'a rien à faire. Il n'a même pas à manger. Il n'a même pas à boire. Eh bien, imaginez qu'au paradis, selon la Bible, Adam travaille. Adam est un pervers. Parce que pour travailler au paradis, il faut vraiment en vouloir. Et les deux termes hébreux, ce sont ceux qui désignent le labour d'un côté et l'élevage animal de l'autre. C'est donc les deux activités qui étaient très lourdes à l'époque. Et une forêt primaire, eh bien c'est ça qui est extraordinaire. Les amis, il n'y a rien à faire. Il faut laisser la nature faire. Alors évidemment, pour que vous ayez une forêt primaire, même si vous partez d'une forêt déjà existante, imaginez, beaucoup de forestiers vont se pendre. Eh bien, il faut ne rien faire pendant 7 à 8 siècles. Et donc, si l'Europe se donnait comme fanion, comme porte-drapeau, le fait de reprendre cette idée de Francis Allais, d'y créer, donc d'y ménager les conditions, vous avez compris, hein, c'est pas nous qui allons planter, c'est la nature toute seule. Et pendant 7 à 8 siècles, on se redonnerait un projet où enfin on apprendrait à différentes nations à ne rien faire. Dites ça à Poutine, vous allez voir ce que ça va donner. À ne rien faire pendant des siècles, à apprendre à observer et apprendre à contempler. Ça serait vraiment le seul, à mon avis, moyen de s'écologiser. Et vous voyez que je suis très optimiste, puisqu'il faudrait 7 à 10 siècles. Justement, quand on parle de 7 à 8 siècles, ça nous fait penser à tout le contraire, puisque aujourd'hui, quand on parle de climat et d'écologie, on parle essentiellement d'urgence. Il y a un vrai problème de temporalité qui se pose et qui donne l'impression, face à l'inaction ambiante depuis des décennies, que les processus démocratiques, par le temps de délibération, de débat ou même d'action que ça suppose, de coopération, que ces processus ne peuvent pas être capables justement d'agir assez vite ou d'agir de façon assez radicale. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment incompatible ou non? Ou est-ce que les processus démocratiques peuvent surmonter justement cette urgence ou cette radicalité? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a urgence et urgence. C'est-à-dire que ce qui est urgent à l'échelle d'une tortue qui peut vivre 250 ans ou d'un chêne qui peut vivre 500 ans, c'est pas non plus exactement ce qui est urgent à l'échelle d'un être humain qui vit 80 ans en moyenne. Et donc, le discours de l'urgence est toujours à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, il est sans doute urgent à notre échelle de faire quelque chose de positif pour le rétablissement des équilibres. En même temps, le discours de l'urgence, si vous voulez, c'est justement le discours de l'action, et plus exactement le discours de l'action politique. Ça me rappelle cette phrase de Rousseau, l'urgence, enfin disons que l'action s'oppose à la réflexion. La réflexion est prétendument lente. C'est-à-dire, il dit, si j'étais prince, je ne perdrais pas mon temps à discuter, j'agirais, je me tairais, etc. Et donc, il y a le philosophe qui réfléchit et l'homme d'action, enfin le politique est un homme d'action qui, lui, agit.
Et cette polarisation, si vous voulez, entre la réflexion, la délibération d'un côté, la théorie, la connaissance, l'observation, et de l'autre, l'action, est quelque chose qui est c'est un désastre de notre civilisation, en fait. C'est vraiment là qu'est un désastre. Moi, je suis pas contre l'action, mais personnellement, je pense qu'elle est utile. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle action aussi. Mais en même temps, l'argument qui, au nom d'une urgence de l'action, condamne le processus de formation d'une opinion publique éclairée, d'une opinion publique démocratique, est véritablement une catastrophe et une sortie hors de la démocratie. Donc voilà, je serais plutôt sensible à qui parle d'urgence finalement, qui est l'auteur d'un discours sur l'urgence et qu'est-ce que ce discours sur l'urgence interdit, qu'est-ce qui l'empêche. Est-ce que ça n'est pas déresponsabiliser les gens? Est-ce que ça n'est pas justement les mettre entre parenthèses de manière à leur imposer un cours d'action auquel ils n'auront pas l'occasion de contribuer? L'urgence de l'action, si vous voulez, c'est le discours militaire qui en est le porteur en temps de guerre, etc., etc. Et là, ça renvoie aussi à toute une tradition finalement qui est à la fois interne aux démocraties libérales mais antidémocratique, qu'on appelle réalisme politique, qui naît dans les années 1920 et qui va se répandre comme une traînée de poudre jusque dans les années 60 ou 70, date à laquelle on commence à se dire mais quand même la démocratie sans l'opinion publique c'est quand même un problème. Et ce discours de réalisme politique, justement, prétend ceci, c'est que y a ceux qui pensent d'un côté, il y a ceux qui agissent de l'autre, et que finalement l'opinion publique devrait être court-circuitée parce qu'elle est fondamentalement incompétente, versatile, chaotique, irrationnelle, inconstante, etc. Et donc, de toute façon, seul l'homme d'État agit et que les citoyens ne font que réagir à la décision politique, si vous voulez. Donc voilà pourquoi la question de l'urgence est toujours, je trouve, à double tranchant et c'est un peu un piège de la démocratie. En même temps, comme l'ont montré Catherine et Raphaël Larère, Catherine Larère était là ce matin, très clairement, au plan écologique, les solutions urgentes, ça n'existe pas. C'est-à-dire que faut peut-être pas 7 siècles, mais il faut quand même un certain nombre d'années pour que un sol soit reviabilisé, pour que une terre soit réensemencée, pour qu'un arbre pousse, et choses de ce genre. Par exemple, les châtaigniers que les Corses ont laissé un peu dépérir mettent 20 ans avant d'être productifs, si vous voulez. Il faut 20 ans pour qu'un arbre soit productif. Donc c'est des exemples. Donc voilà, tout est un peu une question d'échelle. Oui, alors pour ma part, c'est pas simplement le problème de l'urgence. En fait, la difficulté du moment, c'est l'articulation entre le temps de l'action, effectivement, qui n'est pas du tout instantané. Une politique énergétique, c'est sur des décennies quand même. Entre le temps de l'action et puis effectivement l'irréversibilité au temps très très long des écosystèmes. Quand vous avez détruit certaines espèces, le temps donc quand vous détruisez la biodiversité, eh bien le temps de reconstitution d'une biodiversité analogue, c'est quelques millions d'années. Le climat d'aujourd'hui, grosso modo, c'est nos émissions cumulées jusqu'à il y a 20 ans. En d'autres termes, on a déjà, pour l'essentiel, décidé du climat que nous aurons dans les 20 ans qui viennent. Et suivant la trajectoire de nos émissions dans les 10 ans qui viennent, eh bien, soit on va s'engager alors sur un temps long, là, des millénaires, soit on va s'engager sur, par exemple, une montée du niveau des mers de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres, soit au contraire, on va stabiliser la montée des mers à 2 mètres et pas plus. Soit on va décider de ne pas dépasser les 2 degrés, c'est-à-dire en fait le seuil à partir duquel on rend un basculement du système climatique possible, et ça nous fera aussi dépasser le niveau haut de température auquel les espèces sont accoutumées au moins depuis le Quaternaire, ça fait presque 3 millions d'années. Donc c'est ça la difficulté, c'est comment prendre des décisions dans
au mieux les 2 décennies, parce que ce qui est engagé, c'est le temps très long sur Terre, et surtout avec des dommages irréversibles. De manière générale, l'enjeu écologique aujourd'hui, et là je crois que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris, c'est l'habitabilité de la Terre. Je vous donne un simple exemple pour le faire comprendre. Et en fait, vous trouvez ça depuis très peu de temps dans les littératures. Il a fallu attendre le 6e rapport du GIEC, là, le tout dernier, pour qu'il en soit question. C'est la question de la chaleur humide. Je vous explique en 2 mots ce que c'est, parce que c'est pas bien connu du public et c'est pourtant quelque chose de fondamental. Comme vous le savez, nous sommes tous sur un plan corporel, hein, on peut établir l'analogie de machine thermodynamique. En tout cas, vous savez qu'à 37 degrés, vous vous sentez bien, à 38, vous êtes un peu faible, 39, vous alitez, et 40 degrés, si vous allez un peu au-delà, c'est le moment mystique de votre existence. Hein. Bon. Mais qui peut se terminer de manière assez rapide. Et donc, en fait, il faut qu'on régule cette température. Et la manière dont on la régule, c'est par l'évaporation de la transpiration. L'évaporation de la transpiration, c'est un phénomène physique. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes sous un arbre, c'est une ombre fraîche. Parce que l'arbre, justement, il évapotranspire. Quand vous vous mettez sous un parasol en plein soleil, vous avez un peu d'ombre, mais il fait très chaud. Vous n'avez aucune fraîcheur. Donc on se rafraîchit physiquement par l'évaporation de notre transpiration. Quand vous avez ne serait-ce que 10% au-dessus du seuil quasi normal d'humidité de l'air, quand vous êtes à 80% d'humidité de l'air, eh bien la marge que vous avez pour ce processus physique, c'est plus que 20%. Donc ça devient plus difficile. Si vous êtes dans un air saturé d'humidité, 100%, là vous suez comme un malade, mais ça ne vous rafraîchit plus. D'accord ? Et vous avez des processus qui sont très bien documentés. Alors c'est l'hypothalamus qui va engendrer une espèce de toxine qui peut vous faire exploser l'intestin, c'est plutôt sympa. Hein, briser les fibres de vos muscles et puis vous pouvez avoir aussi un enduit cardiaque. Et donc si vous restez trop longtemps, surtout si vous avez donné une activité physique ou une activité professionnelle ou sportive d'ailleurs, hein, dans les 2 cas, le temps que vous allez pouvoir rester dehors, sans un moment d'abri, au sec et au plus frais, les 2 c'est mieux, là vous allez dégrader votre corps et si on est dans des conditions assez élevées avec les 2 paramètres, on peut même mourir assez rapidement. Et donc ça, si vous voulez, ça y est, ça existe. Il y a même par exemple en Virginie, la météo vous donne un indicateur d'humidité pour que vous fassiez attention. Il y a, ça fait un grand article dans le, je sais plus si c'est le Washington Post ou le New York Times, où il y a un couple avec un enfant et un chien qui sont morts de chaleur humide en se promenant. Mais le problème, c'est que si vous voulez, si on monte un peu vers les 2 degrés, c'est toute la sphère, toutes les aires tropicales au sens très large, c'est-à-dire ça va, si vous voulez, de l'Australie, et ça pourrait aller jusqu'au sud de la Méditerranée, où en fait il deviendrait difficile d'être dehors. Et dans des régions extrêmement vastes, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui va y vivre, les amis. Donc c'est ça le changement climatique. C'est pas très drôle comme truc. Donc effectivement, on ne peut pas rester dans l'inaction. Pour le coup, moi qui vous ai parlé d'inaction tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait dans le même sens. Là, on ne peut pas rester dans l'inaction. On doit faire quelque chose et on n'a pas 100 ans pour le faire. Si on veut arriver à des résultats dans 10 ans, et c'est ça qui est horrible, c'est qu'il aurait déjà fallu décider. Donc c'est ça qu'on veut dire par urgence. C'est cette articulation entre les 2, entre des conséquences au long cours, et l'humanité n'a jamais eu à se soucier de ça. Évidemment, les démocraties non plus, n'ont jamais eu à se soucier de leurs conditions naturelles d'existence. Là, nos techniques, nos développements économiques, notre masse démographique font que ça devient un sujet. Et voilà ce à quoi nous sommes confrontés, c'est effectivement pourquoi il y a un problème. Et pourtant, encore une fois, et je suis d'accord tous les 3 d'ailleurs là-dessus, c'est démocratiquement qu'il faut en décider, mais ça présuppose des conditions. Et bien justement, qu'est-ce qui met en échec nos modèles démocratiques jusqu'à présent ? Quels sont, parce qu'on n'a pas les bonnes conditions On a une règle démocratique qui est d'alterner, apparemment. Qu'est-ce qui met en échec ? Bon, après, je pense que par rapport à d'autres régimes, la démocratie est quand même le meilleur, même malgré tous ses défauts, donc on va quand même pas
trop casser des briques sur le dos de la démocratie. Qu'est-ce qui le met en échec face à la crise écologique? Face à la crise écologique. Pardon. Oui. Bon, en fait, j'aurais tendance à penser que l'échec est absolument total jusqu'à présent, malgré un certain nombre d'avancées. En particulier, il me semble que l'ensemble des habitudes qu'on a pris d'attendre beaucoup des gouvernements et assez peu de nos propres engagements sur le terrain ou dans nos milieux de vie, et un échec à la fois de la démocratie et de l'écologie. C'est-à-dire que je ne pense pas que les petits gestes vont sauver le monde, personnellement. Je ne pense pas que en triant vos déchets ou en mettant à la casse votre voiture, vous allez significativement contribuer à changer la donne. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'en s'autogouvernant localement, en relation avec un environnement qu'à la fois on cultive et on protège, eh bien, on pourra développer des attentes politiques beaucoup plus fortes que celles qu'on a développées jusqu'à présent. En particulier, les gens investis sur un terrain qui mêle, qui combine des mœurs démocratiques et un souci écologique, à mon avis, ils seront beaucoup moins climato-sceptiques, effondristes peut-être, évangélistes peut-être, qu'un certain nombre d'électeurs qui ont porté au pouvoir ces derniers temps d'immenses climato-sceptiques. Donc ce qu'il faut voir, c'est... Enfin, moi, personnellement, je suis convaincue qu'on est en grand danger, mais qu'il faut afficher par rapport à ce grand danger un certain optimisme et voir où sont les forces vives qui puissent retourner le processus. Et il me semble que l'engagement de chacun dans quelque chose qu'à voir avec son expérience personnelle, qui passe par lui, peut inciter chacun d'entre nous à voir les choses autrement. C'est-à-dire à changer un peu son logiciel d'interprétation du monde dans lequel on vit, et aussi à changer ses habitudes quant aux interactions, aux relations avec les autres, avec autrui, avec les autres êtres humains ou avec les autres êtres vivants en général. Donc voilà pourquoi il me semble que le passage par une échelle à portée de soi, on va dire, alors qui est très variable d'un individu à l'autre, échelle d'ailleurs qui détermine ce qu'est un environnement. Par exemple, un bocal, c'est un environnement pour un poisson rouge. Marseille, où j'habite, c'est un environnement pour moi, mais il y a aussi l'échelle de ma rue, il y a ma maison, il y a la région, il y a l'Europe, etc. Donc il y a plein d'échelles différentes et chacun, suivant ses compétences ou ses besoins, peut vivre à des échelles différentes. Mais il me semble qu'agir à une échelle à laquelle on est compétent en quelque sorte ou à laquelle on se sent disposé, et encore une fois une espèce d'école à la fois de la démocratie et de l'écologie. Donc encore une fois, enfin, je voudrais pas donner l'impression qu'on peut se passer de l'État et des lois et d'un gouvernement démocratiquement élu, mais ça peut être un moyen, en tout cas, de désigner des représentants qui représentent finalement notre sentiment d'urgence face à une action à la fois climatique et démocratique. Et déjà, premièrement, l'échec, c'est pas simplement celui des démocraties, hein, c'est l'échec de l'humanité. Moi, je peux vous renvoyer à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, qui était signée, je crois, en mai 92, donc juste avant le sommet de Rio. C'est un texte où les nations s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas de perturbations dangereuses du système climatique. Et je cite l'article 1, je crois. Vous voyez bien que la perturbation dangereuse du système climatique, ça y est. Vous l'avez éprouvé tous cet été. Et on commençait à l'éprouver depuis 2018. Et c'est un petit peu plus élevé encore cet été. Donc voilà, c'est pas simplement la démocratie. Alors maintenant, pour répondre à la question démocratique, la démocratie, c'est quand même assez... Enfin, il y a déjà, elle est à géométrie variable, elle peut être plus fine, plus exigeante, moins, etc. Mais quelle qu'elle soit, il y a deux conditions qui doivent être remplies, à mon sens, pour que une démocratie, en tout cas notamment représentative, pas exclusivement, puisse fonctionner. La première...
c'est la question des inégalités. Quand vous avez des inégalités qui sont trop fortes, le système démocratique de recherche d'un compromis entre les intérêts en contradiction ne fonctionne plus. Et depuis la vague néolibérale, donc, a commencé à s'installer aux États-Unis dans les années 70, avec des réformes bien particulières et une mathématisation d'ailleurs des marchés financiers, et puis qui s'est imposée à peu près à tout le monde à compter des années 90, ça fait complètement exploser les inégalités. Même dans un pays comme la France. Vous avez vu récemment un très bon papier qui résumait tout ça de Thomas Piketty dans Le Monde, qui vous rappelait, même pour nous, même en Europe. On dit en général, c'est surtout les États-Unis, c'est pas l'Europe. Non, c'est faux. L'Europe aussi a connu et connaît désormais des disparités de revenus qui sont totalement absurdes et complètement extraordinaires. La démocratie, ça marche plus quand c'est comme ça. Et on le voit, vous le constatez. Deuxième condition, faute de laquelle il n'y a pas de démocratie possible, c'est le paysage de l'information. Alors, je suis plutôt jeune, mais il y en a d'autres dans la salle, là, je remarque, qui sont un peu comme moi, je ne les dénoncerai pas. Mais bon, vous vous souvenez de l'arrivée des chars à Prague. Imaginez que les chars russes arrivent aujourd'hui à Prague. Qu'est-ce que vous auriez sur les réseaux sociaux? Ils sont pas russes, c'est pas des chars, voilà, etc. Et puis ça, vous auriez ça qu'est-ce que vous voulez décider dans un tel contexte? Ça devient effectivement très difficile. Et alors en matière de changement climatique, on a une donne très claire, c'est une donne scientifique à laquelle chacun peut accéder, c'est pas si difficile que ça de comprendre un certain nombre d'enjeux. Et vous les trouvez partout, sur plein de sites, etc. Vous avez des sites web en pagaille qui vont vous expliquer par le menu et de façon très juste ce qu'il en est du climat. Il y a d'excellents livres, il y a d'excellents articles de journaux, etc. Bon, donc, ok. Faites un sondage. Waouh! Et donc, on voit bien, là, les conditions pour que ce système fonctionne ne sont plus remplies. Et on a tout fait pour que ce soit le cas. On va prendre un exemple, on a les deux. On va prendre Twitter, tiens donc, avec Musk, qui est un cinglé total. C'est le Caligula de l'industrie. Il veut déjà vous envoyer sur Mars. Alors il faut quand même que vous sachiez que Mars, c'est une planète plus petite que la Terre. Donc la masse de Mars ne permettrait pas d'y maintenir une atmosphère analogue à la nôtre. Déjà, il vous faudrait à peu près 1 milliard d'années pour créer cette atmosphère, et une fois que vous auriez fini, il faudrait recommencer. Alors déjà, un gars qui vous dit « je vais vous emmener sur Mars », méfiez-vous. Et vous avez vu ce qu'il est en train de faire de Twitter, il met à la porte du jour au lendemain la moitié des gens. Donc voilà, si vous voulez, quand vous laissez faire des choses comme ça, ça devient difficile d'organiser un débat informé auquel chaque citoyen peut prendre part. Et c'est ça la démocratie. La démocratie sans éducation, la démocratie sans information, sans l'accès à la complexité de certains problèmes, ça ne marche pas. Et c'est la difficulté face à laquelle on est. On a laissé courir. On a organisé l'impuissance et on a organisé les moyens pour que l'impuissance ne se voit pas. Et donc là, on se retrouve dans cette situation face à un mur assez costaud, très près. Je dirais qu'il nous colle déjà au nez. Je dirais même qu'on commence à rentrer le nez dedans. Donc effectivement, c'est pas simple, mais je vais laisser pour la suite, Joël, vous raconter comment on s'en sort. Oui, ça allait être ma prochaine question. Je peux faire une belle question, comme je l'avais bien préparée pour donner la parole à Joël, mais Dominique a fait ça très bien. Non, mais juste pour remettre un petit peu en contexte, justement, face à cette, par rapport à ce que vous dites, Dominique Bourg, on a l'impression qu'il y a une sorte de dilution, de la citoyenneté. Où aujourd'hui, on ne sait plus vraiment, donc il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'information, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer.
Et en même temps, la démocratie, comme vous l'expliquez depuis le début, elle suscite, elle nécessite, une forme de participation, une forme d'action, une forme de faire, de reprendre la main sur son environnement, sur son milieu. Or, on voit qu'aujourd'hui, par rapport au système politique, il y a une désertion totale, une désertion électorale totale. Il y a des forts taux d'abstention. Il y a une profonde déconnexion entre les citoyens et les institutions politiques. Et du coup, ce que je me demandais, et je le demande de façon beaucoup plus compliquée du coup, Joël, comment on peut inviter le citoyen à renouer justement avec cette politique du quotidien, à le rendre actif autour de lui, à réinscrire en fait cette politique dans la vie quotidienne? Alors déjà, la première chose, c'est que j'ai fait un livre sur la participation, qui s'appelle Participer, et dans un premier temps, dès les premières pages, j'explique pourquoi je m'oppose à l'idée de faire participer. Parce que faire participer est précisément le contraire de participer. La participation, ou la participation des citoyens ou des individus d'ailleurs à la direction des conditions de leur propre vie, suppose qu'ils s'engagent volontairement, librement, qu'ils créent des associations librement et volontairement, qu'ils s'associent avec d'autres, qu'ils pèsent le pour et le contre, qu'ils évaluent les conséquences de leurs activités communes et choses de ce genre. Et tout ça, ça se fait toujours à la première personne. Et c'est ça qui est intéressant dans la participation, c'est que on emploie souvent le terme de collectif, mais moi je dirais qu'il vaudrait peut-être mieux parler de commun ou de communauté, c'est-à-dire qu'un collectif permet d'agréger, si vous voulez, des forces, des énergies, des volontés. Cette agrégation peut tout à fait passer par l'homogénéisation des individus concernés, alors que la communauté, c'est chacun apporte quelque chose qu'il est seul à posséder d'une certaine façon. Et ça, j'y crois très profondément parce que c'est ainsi qu'on peut penser, par exemple, l'éducation. L'éducation scolaire. C'est-à-dire que c'est comme ça, d'ailleurs, que l'école progressiste a été pensée. C'est-à-dire que, en fait, le savoir n'est pas quelque chose qu'on fourre dans la tête d'un enfant. Un enfant, il apprend à parler en s'entraînant à parler. Et donc, il fait l'expérience du langage qui lui vient de l'extérieur. Et je dirais que la démocratie, c'est ça. La démocratie, au sens le plus fort du terme, c'est, je dirais, l'aménagement d'un environnement ou la distribution des ressources qui permettent à un individu, quel que soit l'individu d'ailleurs, qui permettent à cet individu de réaliser son cycle de vie dans une société donnée, qui ne sera pas la même réalisation dans une autre société, dans un autre milieu. Mais si la démocratie ou si notre État, nos conditions sociales ne nous donnent pas les conditions qui nous permettent d'apprendre à parler, d'apprendre à faire un pâté de sable, pourquoi pas, d'apprendre à pêcher, d'apprendre à s'ajuster aux attentes des autres, d'apprendre à calculer, à lire, bon, peu importe, là je prends des valeurs qui sont les nôtres, et bien à ce moment-là, cette société fabrique des gens marginalisés, des gens qui seront humiliés, des gens qui seront niés dans leur effort d'individuation. Donc je dirais que c'est la partie oubliée de la démocratie. Enfin, le terme qui désigne notre régime, c'est démocratie libérale. Hein. Donc, et le terme de démocratie se réfère à un principe de gouvernement qui est celui de la participation du peuple, encore une fois, à la direction de son existence, y compris d'ailleurs à la formation du gouvernement, qui n'est qu'une petite partie de la participation. Et puis libéral, lui, est un autre principe de gouvernement, qui peut tout à fait exister indépendamment du premier d'ailleurs, et qui est le système de gouvernement limité. C'est-à-dire que les gouvernants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, leur pouvoir est limité par un ensemble de lois constitutives, etc., etc. Donc vous avez des monarchies constitutionnelles, par exemple, mais vous avez des démocraties qui ne sont pas du tout libérales ou constitutionnelles. Donc les deux peuvent exister l'un sans l'autre. Mais je dirais, donc, ce qui est bien, c'est l'équilibrage entre les deux. Ça, c'est un vrai écosystème. Mais en l'occurrence, on a oublié la première partie. On a oublié que, d'une certaine façon, la représentation, ce qu'on appelle libérale, la désignation de mandataires, qui d'ailleurs devraient être des mandataires et pas plus, eh bien, était le moyen en vue d'une fin qui est celle que chacun se gouverne sans un maître, en fait. Et donc, je dirais, pour répondre à cette question, comment on va s'en sortir, moi, personnellement, je ne pourrais pas placer ma confiance, même si parfois c'est un peu difficile, ailleurs que dans les gens, en fait. On ne peut pas attendre le salut de l'extérieur, en fait.
Et donc, soit, effectivement, on repense l'école, les institutions, la santé, le vivre ensemble, la ville. Je crois que la ville est une vraie question. De manière à ce que chacun se saisisse de la chance qu'il a de développer son individualité. Soit on ira dans le mur pour sûr. C'est ça. Je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Et je dirais qu'au vu d'un certain nombre d'élections récentes, il n'y a pas lieu d'être totalement désespéré dans les pays démocratiques, je dirais. Ouais. Il n'y a pas lieu d'être totalement désespéré. Je réagis rapidement. Moi, je suis plus désespéré. Oui, je suis plus désespéré. Vous l'avez tous compris. Pas totalement. Mais pas totalement non plus. Et le désespoir, il n'est pas, si vous voulez, alors il y a certains individus qui vous diraient que, et il y a un groupe de scientifiques d'ailleurs qui est complètement là-dessus, qui s'inquiète sur la pérennité du genre humain sur Terre. D'ailleurs, on retrouve ça dans l'enquête qui avait été rendue publique par le Lancet à la mi-septembre, non pas dernier, mais l'année précédente, où on avait interviewé 10 000 jeunes issus de 10 pays, dont 4 pays non anciennement industriels, et 56% de ces gens jeunes, de 16 à 25 ans, s'interrogeaient sur la pérennité du genre humain sur Terre. Ça va loin. C'est pas possible d'avoir un jugement totalement ferme mais sûr sur un sujet pareil. Pour ma part, mais c'est une espérance, c'est pas, encore une fois, un jugement ferme. Je suis inquiet pour les décennies qui viennent, mais je ne suis pas inquiet à long terme. Je pense que même si elle se casse la figure, parce que là on est dans des enjeux désormais totalement globaux, l'humanité, si vous voulez, repartira. Mais pour l'immédiat, pour la décennie, les 2 décennies qui viennent, oui, alors là, franchement, je vais vous dire, les amis, que je ne suis pas très optimiste. Et on voit, et c'est même très étonnant, on voit d'ailleurs nos démocraties, on les voit en ce moment très clairement dysfonctionner. C'est-à-dire que vous regardez du côté des États-Unis, donc là, les élections de mi-terme se sont pas si mal passé que ça, en tout cas pas aussi mal que cela avait été prévu. C'est même une heureuse surprise, mais vous avez quand même un pays, les États-Unis, qui est un pays totalement clivé, avec des gens entre un républicain plus ou moins trumpiste et puis j'ai presque envie de dire un individu normal. Eh bien, si vous voulez, les choses communes deviennent quand même relativement rares. Vous avez vu, voilà, c'est un énorme problème. Vous avez vu ce qui s'est passé en Suède, un pays comme la Suède. Vous avez vu le Brexit. Bon, en France, il y a quand même vraiment une partie de la population qui lorgne un côté très très à droite et qui trouve que c'est un scandale, par exemple, d'accueillir 250 personnes sur un pays de 68 millions. Il parlerait un peu de chaleur humide, il comprendrait ce que ça veut dire, les courants migratoires. Donc, voilà, ça rend pas très optimiste. Vous savez, on a une guerre, etc. Alors après, parfois dans l'histoire, on a des surprises, il y a des sursauts. Donc voilà, le jugement et les éléments sur lesquels il peut se construire sont pas très favorables aujourd'hui. On n'est pas dans les conditions les meilleures pour faire face, pourtant, je vous l'ai dit, à des problèmes qui sont dans une espèce de timing avec un temps limite. Hein. Si on ne décide pas, si on ne bouge pas dans les 10 ans, effectivement, les conditions de vie sur Terre, ce seront très difficiles et l'habitabilité de cette planète sera vraiment réduite. Et pas à la fin du siècle. Complètement débile comme truc. Si on ne fait rien, si on reste sur la tendance actuelle, on aura déjà des années avec une moyenne de 2 degrés dès la décennie 2040. Donc c'est pas la fin du siècle. Et moi j'ai du mal à comprendre que face à ça, ça bouge aussi peu. Qu'il faille que les scientifiques se collent les mains sur une voiture de BMW dans un stand à Munich pour essayer de faire bouger des gens qui bougent pas du tout, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, pourquoi mettez-les en prison, c'est très bien. Ok, bon. Donc voilà, pas vous dire que c'est vraiment génial, ça serait faux, ça serait mentir. Maintenant, encore une fois, dire qu'à partir de là, je ne peux m'attendre qu'au pire, non, l'histoire humaine ne nous a pas appris ça non plus. Il faut garder une lueur d'espoir en dépit d'informations qui sont sombres. Mais si on est tout seul dans son coin, et là je rejoins Joël, à garder sa petite lumière d'espoir, c'est sûr que ça va pas bouger.
Alors, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais l'heure tourne et il est déjà 18h30 et je sais qu'on voulait vous laisser le temps de pouvoir poser des questions, donc je vais poser mon micro et je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez échanger avec nos deux invités. J'ai l'impression qu'on vient à peine d'ouvrir le sujet. Bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais savoir si, alors je ne sais pas si c'est hors sujet la question que je vais poser, est-ce que l'écologie, elle est de gauche ou de droite? Est-ce que le tirage au sort des gouvernants pourrait être une solution à cette crise de la démocratie? Qu'est-ce que vous pensez des conventions citoyennes? Voilà. J'ai 3 questions en une. Alors, est-ce que l'écologie est de gauche ou de droite? Qu'est-ce que vous pensez de la Convention citoyenne? Moi, je veux dire qu'elle est de gauche. Enfin, elle est d'une certaine gauche. Je pense que, historiquement, de toute façon, disons, les systèmes de vie démocratiques ont toujours été humanistes. Et l'humanisme est quand même une pensée qui a été incarnée par une certaine gauche, on va dire, d'une gauche démocratique, quoi. Une gauche socialiste, dans une certaine mesure, et une gauche démocratique. Donc voilà pour la première question, mais c'est un peu rapide. Après, vous aviez demandé, je sais, excusez-moi. Sur la Convention citoyenne. Ah oui, alors, effectivement, les conventions citoyennes, il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup qui s'organisent aussi à l'échelle locale, à l'échelle régionale ou à l'échelle municipale. Il me semble que c'est un très bon dispositif et personnellement, je suis en faveur d'une immense pluralité des méthodes de gouvernance et de gouvernement et aussi une pluralité de méthodes, y compris créer des forêts primaires sur le plan de réaménagement écologique de notre terre commune. Donc voilà, je pense qu'il faut écarter aucune possibilité. Simplement, les conventions citoyennes n'ont pas force de loi et je crois que c'est un peu la limite du dispositif. C'est-à-dire que la décision de citoyens tirés au sort et engagés dans ce genre de processus ne peut pas déboucher sur l'adoption d'une loi, ce qui est un petit peu bancal dans le système global, enfin je dirais. Après, l'élection, disons le tirage au sort, encore une fois, moi je suis plus disons, en faveur d'une démocratie de terrain, d'une démocratie locale, ce qui ne veut pas dire esprit de clocher, hein, puisque le local est souvent une source d'inspiration pour des actions un peu partout qui se disséminent ensuite. Mais je dirais, la démocratie du quotidien, comme on dit, la démocratie telle qu'elle peut s'exercer à l'échelle de la vie individuelle, il me semble que c'est, encore une fois, le laboratoire où s'élaborent les idées, les manières de faire, les manières d'être ensemble les plus fécondes de tout ce qu'on peut imaginer. Alors là, pour une fois, on va avoir un petit désaccord entre nous. Et je vais m'expliquer. Hein. Mais pour moi, l'écologie n'est ni de gauche ni de droite. Et vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que, et ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fonctionnement des systèmes démocratiques. En fait, une démocratie, ça fonctionne si vous avez un consensus en creux. De la fin du 19e jusqu'à il y a quelques décennies, je vous l'ai dit, le consensus était très clair. On doit maximiser la production de richesse et on doit répartir cette richesse. On pouvait décliner ça de manière gauche ou droite. Pour la production de richesse, les uns disaient qu'il faut la rationaliser, les autres libérer l'initiative privée. Pour la redistribution, les uns disaient de façon arithmétique égalitaire, les autres au prorata du mérite des uns et des autres, donc de façon plutôt géométrique. Même la réponse à la première question n'est pas évidente en fait. Pendant les guerres, c'est là où vous avez un État qui régit les choses et c'est là que vous avez le plus d'invention, le plus de créativité, la plus grande production de richesse. Donc, voyez, les choses sont pas aussi simples. Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est que la diversité, c'est une donnée première de l'humanité. Il n'y a pas à la justifier. Et politiquement, un système politique qui ne reconnaît pas la diversité, c'est pas un système démocratique. Et il nie cette diversité fondamentale. Donc moi, j'ai pas de jugement de valeur. Alors, si vous êtes facho, c'est sûr, vous n'allez pas être mes copains, mais
On n'est pas obligé d'être facho quand on est de droite. La droite classique, ça n'a rien à voir avec ça. Donc être de droite, être de gauche, c'est fondamental qu'on puisse être les deux dans une démocratie. Mais ça ne marche que si les uns et les autres veulent aller dans la même direction, mais pas de la même manière. Et c'est ça une société démocratique. Alors, du coup, moi, personnellement, je suis plutôt de gauche, si vous voulez. Mais je suis démocrate avant tout, et je reconnais avant tout cette pluralité. Or, justement, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ce consensus en creux. Maximiser la production de richesse, c'est la mort écologique. Le choix entre ces deux redistributions, pour le moment, il n'a aucun sens. C'est les plus riches qui détruisent. Donc on a besoin de reconstruire un consensus en creux qui soit écologique, où une coloration droite et une coloration gauche sont possibles. Et ce n'est que si on saura faire ça, c'est que si on sait faire ça, excusez-moi, décidément, je suis fâché avec la langue française, je viens de Suisse, hein, donc c'est normal. Eh bien, ce n'est qu'à cette condition-là que l'on pourra avancer démocratiquement sur ce sujet. C'est pour ça que je trouve vraiment funeste la division que l'on connaît aujourd'hui. Alors les États-Unis l'expriment à fond, dans une sorte d'épure, parce que là, vous n'avez plus d'entente possible. Et vous n'êtes pas plus démocratique qu'une telle situation. Donc ça, c'est ma réponse à la première question. La deuxième question, évidemment, la Convention climat, la Convention citoyenne sur le climat, je trouve ça, moi aussi, génial. Au départ, sur les 150, vous aviez un petit quart qui devait être totalement climato-sceptique. Ils ont bénéficié, comme ce genre de procédure l'exige, d'une formation et vraiment avec les meilleurs expertes et les meilleurs experts. Et ça a fait mouche. Il n'y avait plus aucun climato-sceptique à l'issue du processus. Le problème, c'est que vous avez convaincu 150 personnes. Il en reste 800 millions, là, on n'est pas en Chine. Il en reste 68 millions à convaincre. C'est un peu compliqué. C'est toute la difficulté, si vous voulez, de la démocratie délibérative. C'est qu'elle réussit très bien avec les gens qu'elle engage, mais on a des difficultés avec deux choses. Comment articuler la décision d'une assemblée délibérative qui n'est pas une assemblée élue avec un parlement? On ne sait toujours pas bien faire. En général, le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il détricote simplement ce qu'ont décidé les citoyens. Et puis ensuite, ces citoyens-là sont convaincus, mais ils n'ont aucune prise sur tous les autres. Et le processus n'a peu de prise sur eux. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire et on va continuer à tâtonner, à chercher, à enrichir nos démocraties. Et ça, c'est normal. Pour le coup, c'est totalement démocratique. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors moi, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable, si je puis dire. Et donc, quand on parle de démocratie, on doit aussi parler de la façon dont notre système juridique et politique s'est formé et dont la vocation première était effectivement pas de régir une globalité, mais de préserver l'individu de l'arbitraire et de régler les conflits entre les individus. Donc notre système politique est basé sur ces fondements et celui de la propriété privée. Même Rousseau a fondé le contrat social sur la question de la propriété privée. Donc est-ce qu'il n'y a pas, ma première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans ces fondements-là une impossibilité de base à partir du moment où on est fait pour le contrat social, de prendre en compte le contrat naturel de Michel Serres, c'est-à-dire la prise en compte de cette globalité que constituent les relations entre pas simplement les humains, mais l'ensemble des vivants dans l'écosystème qui est le nôtre, et qui plus est un écosystème qui dépasse de loin les frontières nationales. Donc une des réponses que vous avez apportées, je crois, c'est la question de la participation citoyenne. Là, je prends une casquette qui est une casquette d'élu local, et où, au long de ces rencontres, j'ai pu constater qu'il y avait une certaine forme de diabolisation de la fonction politique dans notre société, et notamment par rapport à l'écologie.
Donc est-ce qu'on n'a pas aussi, effectivement, dans notre système démocratique, une fonction justement qui n'est pas globale, et on fait peut-être reposer beaucoup de choses sur les épaules du politique, en opposant peut-être un peu facilement la vertu citoyenne et une perversité du politique. Parce que quand on va sur des questions de participation, on retrouve une forme de... Il n'y a pas une convergence spontanée vers ce qui serait l'identification d'un bien commun. On retrouve très vite des conflictualités qui sont des conflictualités inhérentes à notre société, à la divergence d'intérêts. Tout le monde est d'accord pour planter des arbres. S'il faut supprimer des places de parking pour le faire, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci. Alors en fait, quand on parle de la démocratie en général, alors très rapidement, en fait on parle de plein de choses différentes et il faudrait vraiment rentrer dans le détail des différentes doctrines qui se sont parfois, qui ont été contemporaines les unes des autres et qui parfois se sont succédées. Et je vais prendre juste un exemple. Je pense qu'on peut considérer comme un grand père fondateur Pascal Paoli et Thomas Jefferson, hein, par exemple. Or, Jefferson, donc troisième président des États-Unis d'Amérique, auteur d'un certain nombre de textes absolument fondateurs, dont le projet dont la constitution de l'État de Virginie et la déclaration d'indépendance, a pour optique, enfin, disons préconise, et ça n'a pas été adopté, préconise d'une part d'introduire la déclaration des droits dans la Constitution, ce qui lui est refusé par les autres constitutionnalistes, et surtout d'abolir, et ça c'est les deux premières mesures de l'État fédéral qu'il appelle de ses voeux, à la création duquel il est tout à fait favorable. La première, c'est l'abolition de loi de primogéniture, et qui vient du droit anglais, et qui est cette loi suivant laquelle la totalité des biens du père reviennent au fils aîné. Et la seconde, c'est l'allocation de ce qu'on pourrait appeler un revenu minimum d'insertion sociale de l'époque, à savoir un lot de terre qui vous permette d'être autosuffisant, ou en tout cas de jouir d'une indépendance, et qui va loger la citoyenneté idéale dans le paysan indépendant, si vous voulez. Donc dire la démocratie libérale est dans son ADN mariée à la propriété privée, c'est faux. Même chez Locke, c'est pas le cas. Et donc, il me semble qu'il faut relire aussi tout ça. C'est-à-dire que, en réalité, d'ailleurs, c'est ce que Marx dit dans le livre premier du Capital à propos de l'expulsion des paysans. Je crois que c'est le livre 3 le chapitre 3 du livre 1, qui est tout à fait passionnant, parce que là, vous revisitez justement l'histoire des institutions et vous voyez comment l'instauration de la propriété privée s'est ajoutée finalement à des formes de vie qui étaient déjà démocratiques en réalité. Et donc, et même les démocraties au XVIIIe siècle avaient le choix, en disant, auraient pu cheminer vers le système de l'allocation, de la concession. Il y a d'ailleurs des tas d'endroits où, dans les démocraties libérales, on n'est pas véritablement propriétaire de la terre, etc., ou du bien qui repose plutôt sur des baux amphithéotiques, etc. Donc, le découplage entre démocratie et propriété privée, moi, il me semble important à faire. Et aujourd'hui, on y revient à travers aussi des travaux de juristes. Effectivement, il y a des alternatives, y compris dans d'autres droits d'ailleurs, tels qu'il a évolué. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, moi personnellement, je n'ai jamais diabolisé le politique ou la fonction politique en général. Et je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui a été fait. Il est vrai que la démocratie, c'est Jefferson qui le dit aussi, la démocratie, c'est le régime qui fait reposer le plus de responsabilités sur les épaules de chacun d'entre nous, par rapport à d'autres régimes. Donc c'est effectivement un régime dont on est chacun d'une certaine façon redevable. Mais en même temps, disons que la fonction politique, Aristote disait, il y a un gouvernement dans la famille. Alors on a, si vous voulez, une grande division entre le public et le privé. On dirait, la vie publique, c'est sur la place publique, des citoyens qui raisonnent, qui discutent, etc. Et puis, la vie privée, c'est les femmes, les enfants, la domesticité, la condition biologique, l'entretien du corps, et choses de ce genre. Mais c'est pas du tout le cas non plus. Là aussi, il faut tout relire. Et quand il dit, voilà, une famille humaine, c'est pas une famille d'ours. Il y a un gouvernement dans la famille.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des notions communes et qu'on discute. Et on n'est pas d'accord. Et donc il faut ressaisir aussi la dimension politique de la vie sociale, de l'association en général, ce que fait très bien Tocqueville, par exemple. Et il me semble qu'à partir de là, on cesse de polariser, si vous voulez, la société civile, ou d'ailleurs qui est faite de toutes sortes d'individus qui ne sont pas du tout des citoyens, dont des non-humains, et qu'il faut intégrer absolument dans la vie politique aussi. Donc on a, si vous voulez, d'une part à cesser tout dualisme entre le gouvernement d'en haut et les gouvernements d'en bas. C'est d'ailleurs aussi une préconisation de Jefferson. Enfin, il est tout à fait génial, Jefferson. Puisqu'il pensait l'État comme une gradation, c'est le terme qu'il utilise, une gradation de l'autorité. C'est-à-dire que c'est pas que le pouvoir est le pouvoir, c'est que les pouvoirs doivent être combinés de manière à ce que chaque pouvoir existant n'empêche pas l'exercice du pouvoir concomitant, en quelque sorte. Donc ça, c'est une autre conception, en fait, qui est très écologique, d'ailleurs. Et donc, et aussi, bien sûr, de prendre en considération le fait que les citoyens entre eux, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, et dans un certain nombre de pays, sont très proches de la guerre civile. Je pense que c'est un danger majeur aujourd'hui. Donc, effectivement, disons, introduire des méthodes de gouvernement à des endroits où on n'a pas l'habitude de voir du gouvernement, en fait. Voilà comment je répondrai à votre question, à votre remarque. Oui, pour répondre à la question, alors moi non plus je n'ai pas de doute sur le fait que la propriété au sens du code Napoléon comme absolument exclusive et individualiste, elle n'existait pas avant. Si vous regardez le droit médiéval, on a plutôt affaire à des propriétés qui sont feuilletées, collectives, etc. Pas du tout liées à un individu seul. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va devoir probablement limiter, et on va devoir construire une approche de la propriété probablement beaucoup plus complexe et avec une dimension collective beaucoup plus importante, y compris avec des aspects naturels. Philippe Descola parlait ce matin de la réalité juridique en termes de droit de la nature de la lagune de Mar-Ménard, je crois, en Espagne, où là vous avez des gardiens, et dans les gardiens vous avez aussi bien les usagers classiques, ceux qui la détruisaient, les paysans, les pêcheurs, et puis les autres, et avec une espèce de surplomb scientifique qui évalue en permanence la santé de la lagune, et vous voyez que les droits de la nature, c'est pas comme les droits classiques, c'est-à-dire c'est un mode de gestion à plusieurs, on doit finir par s'entendre, là en l'occurrence d'un écosystème donné. Maintenant, je crois aussi que la période dans laquelle on est une période très 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 particulière, et que deviennent politiques des choses qui ne l'étaient pas dans une démocratie classique. Si vous regardez les analyses d'un Claude Lefort qui sont très importantes pour moi sur le propre d'une dictature, c'est qu'une dictature, elle va statuer là où la société civile définissait par elle-même, indépendamment du pouvoir, un certain nombre de normes. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui peuvent être de cet ordre-là, qui deviennent politiques, qui deviennent éminemment politiques, parce qu'on est dans ce moment où en fait on est dans un moment de bascule de civilisation et qui remonte très très loin. Si vous voyez aujourd'hui, finalement tout l'échiquier politique se crispe autour de la relation entre les genres, et notamment autour du rôle des femmes. Vous avez d'un côté les femmes iraniennes, ou si vous regardez les élections du 2 octobre au Brésil, vous aviez entre 40 et 50 candidats issus des peuples premiers, et la plupart de ces candidats étaient des candidates, et vous voyez aujourd'hui dans les peuples premiers des femmes devenir caciques, devenir chefs. Lévi-Strauss, s'il avait connu ça, il aurait avalé son anthropologie structurale. Et en même temps, vous voyez bien que toutes les crispations très à droite, le virilisme poutinien, le fait que vous n'avez plus aucune femme à l'intérieur du comité central chinois, alors qu'au contraire, Mao, ça s'est accompagné d'un changement assez profond de la relation entre les gens, vous voyez bien que sur l'autre part de l'échiquier, on se crispe sur cette question-là, et que ça renvoie sans doute à des choses qui se sont un peu cristallisées, en tout cas durcies peut-être, c'est très compliqué de le savoir, au moment de la révolution néolithique. On est dans cette phase, c'est tellement grave là où on est,
que ça rejoue toute l'histoire humaine. Et donc il va falloir, par le politique, décider, organiser des choses qui sont beaucoup plus profondes que ce dont le politique avait à s'occuper, en tout cas dans des démocraties occidentales. Donc, je sais bien qu'il y a une contradiction sur les places de parking, mais vous voyez que ça va plus loin. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir gérer. Alors, on va pas y arriver du jour au lendemain. Ça demande là aussi une information fine, mais on voit que dans les enjeux qui sont devant nous, sont désormais maintenant des choses qui étaient plutôt derrière nous, et qui nous paraissaient comme des évidences. Et ce qui fait que la période que l'on vit est aussi fascinante. Elle est hyper dangereuse, mais elle est extrêmement fascinante. Et être élu aujourd'hui, ben justement, on est un peu à la croisée de tout ça, ça ne doit pas être de tout repos. Alors, il reste à peine 10 minutes. Oui. Est-ce qu'on peut prendre encore peut-être... On va prendre peut-être 2 questions en même temps, comme ça laissera le temps de... Oui, ma question va porter sur bon, vous l'avez évoqué, mais à mon goût peut-être pas suffisamment, la question de l'éducation, et de la diffusion populaire des connaissances. Je crois quand même qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un des piliers importants de la démocratie. Et puis, on a quand même dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, on a l'éducation nationale, on a un tissu associatif aussi très riche, qui patine parfois, d'ailleurs par manque de moyens. Et puis, je noterai que le programme de l'éducation nationale, pour ceux qui le subissent, excusez-moi sur l'expression, c'est pas forcément démocratique. Même si, dans la façon dont ça va se passer, bon, on va l'organiser de façon démocratique. Mais le choix des programmes, voilà, pour ceux qui en bénéficient, voilà, c'est pas les élèves qui le choisissent. Donc voilà, il me semble que sur cette piste-là, il me semble qu'il y aurait beaucoup à réfléchir et à faire si on veut rattraper le temps que l'on a perdu. Est-ce qu'on prend une autre question directement, comme ça ils répondent directement ou pas Il y a plein de Si gens, la question alors, est courte, s'il vous plaît. Merci. Merci, je vais essayer d'être court, mais ça va être difficile. Je remercie Monsieur Bourd de nous avoir dit que l'écologie n'était ni de droite ni de gauche, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre pays, il n'y a plus ni gauche ni droite, il n'y a plus que des extrêmes. Et donc c'est un vrai problème pour la démocratie. Je voudrais revenir à la question du départ, à laquelle il me semble vous n'avez pas répondu. Comment, dans ces conditions, devant l'urgence que vous avez si bien décrite, que nous connaissons tous maintenant, comment, devant l'urgence, une démocratie comme la nôtre, et oublions Poutine, oublions Bolsonaro, parlons de la France, comment, devant l'urgence, dans des conditions que nous connaissons aujourd'hui, nous pouvons avoir une délibération, des échanges et des politiques qui peuvent être plus ou moins contraignantes, car c'était la question de départ. Comment fait-on les choix? Qui les fait? Comment doit-on choisir entre une entreprise qui décide de s'installer dans une belle région française en proposant 500 emplois, mais qui utilisera énormément d'eau? Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Qui décide de la priorité et comment peut-on imposer, car il faudra peut-être le faire? Serons-nous capables de le faire nous-mêmes ou avons-nous dans notre démocratie des instances qui nous permettront une politique, allez, on va utiliser le mot de volontariste pour ne pas utiliser celui de contraignant, qui nous permettront de faire face à ces enjeux-là, qui sont cruciaux. Alors, je rappelle juste la question sur l'éducation en premier et ensuite la discussion sur comment pouvoir imposer des mesures politiques. La question, sur l'éducation, moi je crois que vous avez complètement raison et que tout se joue là, en fait, en tout cas beaucoup de choses. Le problème c'est que, comment dire, notre école, effectivement, est l'héritière d'un passé fort long et fort peu démocratique, fort peu participatif. L'école républicaine, c'est quand même pensé un peu contre la pluralité des savoirs, contre la pluralité des méthodes, contre la pluralité des individus aussi. C'est un système qui était quand même, bon, voilà, on pourrait en discuter, mais destiné à dégager les élites dont le pays a besoin pour se reconstruire. Etc., etc. Donc, je pense que réfléchir effectivement par le bout de l'éducation me semble vraiment une solution tout à fait praticable à partir du moment où, disons,
on agit aussi en faveur de l'ouverture de l'école vers d'autres pans de la société civile, en particulier, par exemple, ça pourrait être les parents, l'extérieur, l'expérience sur le terrain, la sortie, la convocation d'autres éléments finalement qui composent notre société et qui pourraient être introduits. Si vous voulez, l'école est pensée aujourd'hui comme une forteresse. Donc il me semble voilà, que l'ouvrir, ne serait-ce que cela, pourrait être une solution pour enseigner à nos enfants le sens même de ce que veut dire un environnement. Ensuite, il y a juste un petit point que je pourrais répondre. Bon, enfin non, je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois qu'on est un peu juste en temps. Donc, voilà. Très rapidement sur... Oh la vache. Alors sur l'éducation, très rapidement, bon, d'une part, si vous voulez, l'éducation, elle forme quand même la génération à venir. Là, on a des sujets à trancher dans les 10 ans qui viennent. Deuxièmement, ce qui est plus compliqué dans la question de l'éducation, c'est que désormais, on a une forme de formation qui passe par les réseaux, etc. Et il y a une concurrence de l'école par d'autres moyens. Ça rend les choses plus complexes. Pour la question plus politique, je vous dirais déjà, en fait, faites attention. La contrainte, c'est pas démocratique, mais l'autocontrainte, c'est essentiellement démocratique. Et en fait, ce dont on aurait besoin aujourd'hui, puisque en fait, on a si vous voulez, chacun de nous a à peu près entre 40 et 100 esclaves énergétiques, et ça, c'est absolument pas durable. Donc, sans accepter de revenir sur des aspects matériels de nos modes de vie, on ne s'en sort pas. Et là, il faudrait qu'il y ait une espèce de consensus, si vous voulez, sur ce sujet-là. Et encore une fois, la contrainte, je n'y crois pas, mais l'autocontrainte, c'est très différent. Et dans l'histoire, on a un exemple. Hein. Juste avant la construction de la flotte de Salamine, il y a eu les mines grecques ont eu un rendement supérieur, et les citoyens se sont réunis et ils ont décidé que le surplus n'irait pas dans leur poche, mais irait à la construction de la flotte. Eh bien, on est à peu près dans cette situation-là. Et quand on parle aujourd'hui dans l'espace public, si vous voulez, d'écologie punitive, c'est vraiment l'expression qui vous dit « ne faites rien ». Parce que c'est sûr que, je l'ai rappelé tout à l'heure, on doit basculer dans nos modes de vie, on doit basculer sur beaucoup de choses. Et effectivement, si on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire si on veut sortir des difficultés écologiques sans rien changer, avoir les mêmes modes de vie et simplement avec des techniques différentes, ça c'est un leurre. Ça ne marche pas. Je pourrais vous le dire, par exemple, sur la voiture électrique. Je vous redis ce que je ne cesse de dire sur tous les plateaux. Une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Une voiture hybride, c'est 40. Une petite électrique, c'est 280. Une grosse électrique, grosse Tesla, n'achetez jamais ce truc-là, c'est 280, 100 kg par borne. Et si en plus vous lancez dans la bagnole autonome, les amis, c'est foutu. Et sachez qu'en termes de concentration du métal dans le minerai de cuivre, ça n'a cessé de descendre les dernières décennies et on est très proche de l'or. C'est d'ailleurs pourquoi on vole du cuivre sur les chantiers. Donc voilà, on a cette donne en face de nous, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas un Dieu qui va descendre sur terre pour dire « arrêtez les amis de faire vos bêtises ». Il faut que nous soyons capables de le dire à nous-mêmes et de nous imposer des choix qui ne sont pas simples. Mais ces choix, vous ne pourrez vous les imposer, nous ne pourrons nous les imposer que sur une base d'informations partagées et sans qu'il y ait des écarts fous entre les uns et les autres. Et c'est toute la difficulté face à laquelle on est. Merci beaucoup Joël Zask et merci beaucoup Dominique Bourg. Vous pouvez les applaudir très fort. Deux petites choses avant que vous partiez. Je dois vous rappeler qu'il y a une urne à la sortie du théâtre dans laquelle vous pouvez déposer des questions supplémentaires que vous auriez. Et demain, à la fin du festival, il y aura un moment de clôture où, avec les invités restants, on essaiera de répondre aux questions qui ont été mises dans cette urne. Donc, si vous êtes frustré et que vous n'avez pas pu poser votre question aujourd'hui, faites-le dans l'urne. Et enfin, deuxième chose, à 19h30, on accueille ici, en visioconférence, le philosophe Timothy Morton. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, dans 30 minutes, le philosophe Timothy Morton. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Au revoir.